Assalamu alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dounia, éditrice et fondatrice de Mawadab Édition. Donc, sa maison d'édition se spécialise dans les romans pensés pour un public musulman avec un focus particulier sur la halal romance. Comment est-ce que ça va, Dounia? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je suis très contente de te recevoir sur Safia t'en parle. Donc dans cet épisode, on va parler de toi, comment t'en es venue au métier d'éditrice, parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre des éditrices, comment t'as monté ta propre maison d'édition, et surtout un sujet que j'aime plus que tout, la romance, mais une romance pour la communauté musulmane. Donc Dounia, première question, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de tes études, de ton parcours professionnel, et également du podcast, parce que tu tiens un podcast? Du coup, moi, c'est Dounia. Je suis éditrice depuis bientôt maintenant 2 ans. Du coup, j'ai eu un parcours assez classique, on va dire. J'ai toujours aimé lire, écrire. Enfin, voilà, j'ai toujours adoré les livres depuis que je suis toute petite. Et du coup, j'ai fait des études de lettres et de langue. Mais j'étais pas tout de suite... je me suis pas tout de suite dirigée vers l'édition parce que je connaissais pas trop ce milieu. C'est un milieu qui est assez élitiste, mine de rien. Un peu fermé, c'est rare en général qu'on connaisse le monde de l'édition. En général, on connaît les livres, on sait qu'il y a l'auteur, on sait qu'il y a la librairie, mais entre tout ça, on sait jamais vraiment ce qui se passe. Donc au début, je m'étais plutôt dirigée vers un parcours de journalisme parce que moi, je voulais faire un métier dans lequel je pouvais écrire. Et à ce moment-là, au début de mes études, pour moi, ce qui ressemblait le plus au métier d'écrivain, c'était le métier de journaliste. Du coup, je m'étais dirigée vers ça. Sauf que il a fallu passer des concours pour entrer en école de journalisme. Je pense que toi aussi, t'as fait une école, je crois, de journalisme, non? Oui, ouais. Voilà, et du coup, j'ai pas réussi les concours, je les ai passés plusieurs fois. Et du coup, j'ai dû chercher un plan B. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, si je peux pas faire journaliste, j'aimerais quand même bien faire un métier dans lequel je peux écrire. Et du coup, je me suis un petit peu renseignée sur les métiers du livre. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment découvert le métier d'éditrice. En fait, j'en avais déjà entendu parler, mais je savais pas vraiment en quoi ça consistait. Et surtout, je savais pas du tout comment faire pour faire ce métier-là. Du coup, je me suis renseignée et j'ai trouvé qu'il y avait des masters d'édition. Parce qu'à ce moment-là, du coup, j'avais déjà validé ma licence. Et du coup, je suis partie en master d'édition. Et après mon master, je me suis lancée en tant qu'éditrice freelance. Donc voilà un peu pour mon parcours. D'accord. Et donc du coup, c'est après le master que t'es venue l'idée de créer ta propre maison d'édition, donc qui est Mawadab Édition. Ouais, c'est ça. En fait, ça faisait déjà un moment que je réfléchissais au fait de faire un projet autour des livres et de la représentation raciale en France, mais j'avais pas encore eu vraiment l'idée de la maison d'édition. En fait, il faut savoir que même avant que je sois en master d'édition, j'avais déjà un compte sur Instagram, Boostagram plus précisément, donc c'était un compte livre en fait sur lequel je partageais mes lectures et dessus j'avais vraiment à cœur de mettre en avant les livres écrits par des femmes musulmanes, des femmes arabes, des femmes africaines. Donc ça a toujours été dans un coin de ma tête. Et en fait, quand je suis devenue éditrice freelance, j'avais vraiment à cœur du coup de travailler avec des personnes qui avaient ces valeurs-là aussi dans leur ligne éditoriale. Mais c'est vrai que en fait, c'était pas encore assez pour moi parce qu'en fait, j'aimais bien les projets sur lesquels je travaillais, mais c'était pas encore ce que je voulais voir vraiment dans l'édition et dans les livres. Et du coup, petit à petit, j'ai réfléchi à comment créer la maison d'édition. Et donc ça a été la première étape, on va dire, du cheminement avant de créer Mawadab. Donc la question d'abord de la représentation dans les livres, etc. Parce qu'en France, il y a vraiment pas beaucoup de diversité de représentation raciale dans les livres et de représentation de personnages musulmans encore moins. Donc ça a été la première étape, on va dire. Et après, en fait, la deuxième étape qui m'a vraiment poussée à créer la maison d'édition, en fait, ça a été le fait de voir que, en fait, si vous voulez, quand je suis devenue éditrice freelance, je me suis spécialisée dans la romance. Donc j'ai travaillé avec quelques maisons d'édition et des auteurs ou des autrices en auto-édition, donc qui écrivaient des livres de romance. Et en fait, ce qui m'a un petit peu, ce qui me gênait un peu, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais je pense qu'on est tous un peu connectés sur les réseaux, donc
Vous avez peut-être déjà dû en entendre parler ou enfin voir ça passer ou même en librairie peut-être. Mais en ce moment, vraiment, la mode dans la romance, c'est tout ce qui est dark romance, new romance, etc. Ouais. Et en tant que musulmane, ça me questionnait en fait. En fait, je me suis vite questionnée sur ma responsabilité dans le fait de participer en fait à la création de ce genre de livres, parce que c'est des livres dans lesquels en fait il y a pas, comment dire, qui sont vraiment à l'opposé de nos valeurs en tant que musulmane. Et ça, on va en parler justement après de la dark romance et ses impacts sur les lecteurs, les lectrices, et notamment la communauté musulmane. Il y a énormément de choses à dire là-dessus, donc je laisse ça pour après, ça va être hyper intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé justement du manque de représentation dans les livres. Est-ce que ça t'a impacté en tant que lectrice, même quand tu étais plus jeune, etc. Est-ce que vraiment ça t'a... le fait de pas se sentir représenté dans les romans, dans certaines histoires? Le message que ça me renvoyait, le fait de pas avoir de personnes qui me ressemblent dans les livres, c'est que vraiment on était invisible en fait, et aussi que nos histoires comptaient moins que celles des autres. Dans le sens où, déjà je pense que dans la vie de tous les jours, on n'est pas forcément les communautés les plus représentées, les plus visibles et les plus valorisées surtout. En tout cas, on va dire dans les branches ou dans les domaines qui sont valorisés par la société. Et du coup, le fait de ne pas non plus voir de personnages qui me ressemblent dans les livres, ou de voir tout simplement des auteurs et des autrices qui me ressemblent, ça m'a pas mal impacté en fait, parce que je me disais mais on est totalement invisible et on a rien d'intéressant à raconter quoi, ou tout simplement on est juste pas intéressant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Totalement. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai l'impression que ça touche plein de domaines en fait. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas que la littérature, c'est partout. C'est dans le cinéma, à chaque fois on nous donne les pires rôles possibles. La télévision, il y a très très peu de personnes qui nous représentent. En politique, c'est à peu près la même chose. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on est inexistant dans pas mal de domaines. C'est une très bonne chose parce que le fait d'avoir décidé de créer ta propre maison d'édition et justement travailler sur des livres qui mettent en avant des personnages musulmans, ça montre que les choses sont en train de changer petit à petit. Je continue très rapidement sur la maison d'édition. Tu l'as appelée Mawadeb. Pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, ça a été le plus compliqué, je crois, dans la création de la maison d'édition. Choisir un nom, parce que en fait la ligne éditoriale, j'avais déjà toutes les idées, je savais où je voulais aller, mais le nom vraiment c'était compliqué. Mais en fait pendant la création de la maison d'édition, j'avais vraiment deux mots en fait à chaque fois qui me revenaient en tête comme un peu des un fil rouge, tu vois, un truc à suivre pour créer la maison d'édition. C'était les mots Mawadda et le mot edeb. Donc mawadda en arabe, c'est un mot qui veut dire amour, affection. C'est un mot qu'on retrouve dans le Coran pour parler justement de l'amour entre les époux par exemple, mais pas que. Mais c'est le mot souvent qu'on retrouve pour parler de cet amour-là, donc l'amour dans le mariage. Et ça veut aussi dire belles lettres ou littérature dans certains contextes. Et après le mot edeb, donc le mot edeb c'est en général on traduit ça par le bon comportement. Donc j'avais vraiment toujours ces deux mots-là en tête et je me disais faut absolument que ce soit mes fils conducteurs en fait dans la création de ce projet-là. Et du coup tout simplement j'ai fait un mélange des deux mots et ça m'a donné Mawadeb. Je trouve que l'idée elle est géniale vraiment, parce que tu sais que moi au début quand j'ai écrit cette question-là je me disais mais Mawadeb ça me dit quelque chose. Je creuse, je me dis mais ah ouais ça veut dire Mawadda, et après je me suis dit mais pourquoi le edeb à la fin en fait? J'avais du mal à comprendre, mais une fois que tu l'expliques, je trouve ça hyper beau et hyper bien réfléchi. Et donc du coup, tu nous as dit que c'était un des challenges que tu avais rencontrés à travers ce projet. C'est quoi les autres challenges? Je pense que, déjà le tout premier, j'aimerais bien en parler parce que je pense que, en tout cas c'est mon impression, mais j'ai l'impression que quand on parle de projets dans l'entrepreneuriat, etc., on parle pas trop de ça, alors que c'est fondamental, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'écoute par exemple des interviews comme ça de personnes qui ont lancé leur projet, on n'en parle pas trop, mais du coup le tout premier, je pense que ça a été les fonds financiers en fait, tout simplement pour monter ce projet-là. Parce que en fait faut savoir que du coup quand j'avais pour projet de faire une école de journalisme, j'avais déjà commencé à mettre de côté pour pouvoir payer l'école, etc. Et du coup quand ça s'est pas fait, je me suis dit bon c'est pas grave, je profite quand même de l'argent pour m'amuser, mais j'en garde quand même un petit peu si jamais je veux faire un projet plus tard. En fait, je sais pas, j'ai toujours eu en tête que j'allais faire quelque chose après.
parce que j'ai toujours été un peu dans des projets associatifs, participatifs, bénévoles, enfin ce genre de choses, un peu indépendants, et du coup c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et je me suis dit, bon, si un jour j'ai envie de rendre ça un petit peu plus professionnel, faut que j'ai une base. Donc j'avais cette petite base là, mais en fait comme tout le monde en fait, il y a toujours des imprévus dans la vie. Donc forcément des fois il y a des dépenses imprévues que tu dois faire, ce qui fait que en fait t'es déjà lancé dans ton projet, mais parfois t'arrives à des moments où tu dois faire des entre guillemets des grosses dépenses, mais t'as plus forcément assez, ou en fait tu dois vraiment tout compter, tu dois vraiment compter chaque euro que tu mets dans ton entreprise. Donc ça a été le premier gros défi, je pense, parce que c'est vrai que quand tu lances un livre, la plus grosse dépense, c'est les impressions des livres. Et après, je pense que le deuxième défi, ça a été, comment dire ça, sensibiliser peut-être les gens au projet. Parce que, en fait, j'ai eu l'impression que quand j'ai lancé le projet, il y a des personnes qui ont tout de suite compris pourquoi ce projet était né, mais il a quand même fallu expliquer un peu à certaines personnes, surtout des personnes de la communauté musulmane, maghrébine en général, le plus souvent, parce que il y a quand même ce truc-là de honte un peu qui persiste, tu vois, quand on parle d'amour, quand on parle de relations amoureuses, etc. Et du coup, c'est vrai il a fallu quand même expliquer, rassurer, dire que oui, ça parle d'amour, c'est de la romance, mais dans un cadre qui est licite. Qu'est-ce qu'on te disait par rapport à ça? Genre, c'était quoi les remarques? Comment est-ce qu'on essayait de te faire comprendre que ça pouvait être une honte, tu vois, de travailler sur pas de travailler, mais de promouvoir, je sais pas, des sujets qui parlent d'amour? Il y a eu deux types de réactions. Il y a eu un premier type de réaction, on va dire, qui était plus du côté des femmes, du coup, qui comprenaient le projet et qui étaient intéressées par le projet, mais quand même qui, comment dire ça, en fait, je pense que comme on est dans des cultures qui, généralement, sont pas forcément très très démonstratives quand il s'agit d'amour ou ce genre de choses. Après, ça dépend des familles, ça dépend de l'éducation, enfin, ça dépend de plein de choses. Mais on va dire que de manière générale, on n'est pas forcément très démonstratif dans nos cultures. Et du coup, je sais pas, c'est des personnes en fait qui avaient une certaine retenue par rapport à ça et qui du coup avaient peut-être un petit peu peur de lire tout simplement des romances. Je sais pas pourquoi, je sais pas forcément d'où ça vient exactement, mais il y avait ce truc-là qui est revenu chez quelques personnes. Et après de l'autre côté, et ça c'était souvent des critiques du coup de la part de frères, désolé, mais du coup des frères qui ont dit, bon après ils étaient pas nombreux, hein, mais bon il y en a toujours sur les réseaux sociaux, vous-même vous savez, qui viennent en mode bon c'est n'importe quoi, mais pourquoi ça, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était surtout les commentaires bien relous. On dirait genre on n'a pas le droit de parler d'amour. On dirait l'amour ça n'existe pas. Ouais, c'est alors ça. Que, en fait, ce qui est choquant, c'est qu'aujourd'hui, il y en a partout. Il y a de la romance pratiquement partout et de plus en plus dans le cinéma. Et on a des exemples, tu vois, dans notre religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était romantique avec ses épouses, notamment Aïcha radhiyallahu anha. Donc, pour moi, je me dis, c'est juste des gens qui ils savent pas de quoi ils parlent en fait. Monter un projet en tant que musulman, des fois, ça peut être compliqué. Donc, est-ce que toi, justement, tu as rencontré des challenges, des défis dans l'édition en tant que femme musulmane et voilée? Ouais, je pense que déjà, en vrai, mon projet, il est directement lié à ça, dans le sens où, en fait, déjà en master, j'ai vite compris que ça allait être compliqué, parce que en M2, du coup en deuxième année de master, on devait trouver un stage pour valider notre master. Et fallait trouver un long stage de 6 mois, comme beaucoup d'étudiants doivent faire dans leur formation. Et moi, je savais que ça allait être galère, parce que déjà en licence, j'avais dû trouver un stage, ça avait été compliqué. Du coup, je m'étais pris 1 an à l'avance. Donc dès la rentrée du master en M1, j'avais déjà commencé à chercher. Enfin bref, j'ai fait je ne sais pas combien de candidatures. Je me suis déplacée, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour trouver un stage. Mais on arrive à 1 semaine, 2 semaines avant le début des stages, et j'ai toujours pas de stage. Donc ça a été compliqué, parce qu'en fait c'était soit je risquais de pas valider mes 2 années de master juste parce que je ne trouvais pas de stage. En fait, je suis tombée sur une personne qui m'a dit très très clairement que en fait c'était mon voile qui posait problème, et que dans l'édition c'était pas vraiment accepté. Donc elle a quand même eu la sincérité de me le dire en face. Donc voilà, j'étais fixée. Il faut savoir qu'avant, moi je pensais pas, en fait je savais que ça allait être un milieu peut-être difficile à atteindre, mais je pensais pas autant par rapport à mon foulard. Donc ça a été la première difficulté. Et
en fait, je me suis rendu compte que s'il manquait de représentation dans les livres, c'est aussi parce que déjà en interne, il y a pas de diversité en fait. Donc il y a pas de diversité dans les livres, dans les auteurs qu'on met en avant, mais parce qu'aussi il y a pas de diversité dans les équipes qui font les livres. Il y a pas de diversité parmi les éditeurs, les éditrices, les directeurs éditoriaux, etc. Donc ça a été les premiers problèmes. Et en fait, c'est ça en fait qui m'a menée à me lancer en tant qu'indépendante, parce que c'était soit j'abandonne l'édition et je me réoriente encore une fois parce que on n'autorise pas le foulard dans ce domaine-là, ou alors je me lance toute seule et j'essaye de faire quelque chose de nouveau avec ça. Après, le fait de m'être lancée en tant qu'indépendante, ça a pas non plus annulé, si je peux dire ça comme ça, les discriminations, parce que du coup, quand je me suis lancée en tant que freelance, du coup là, je proposais des missions de services éditoriaux à des maisons d'édition ou à des auteurs auto-édités. Et même là, en fait, quand t'es indépendante, tu reçois encore des questions discriminantes. Par exemple, on m'a déjà demandé est-ce que le français c'est bien ta langue maternelle. On m'a déjà demandé... Ouais, non, je te jure, c'est vrai. Alors que bon, t'as fait je ne sais pas combien d'années de lettres, tu vois, derrière toi. T'as 6 ans d'études de lettres derrière toi. On vient encore te demander est-ce que tu sais parler français en fait. Donc déjà ça. Et aussi, on m'a déjà demandé... Bon, après, je sais que des fois, ça se fait, mais en fait, je sais pas, j'ai eu l'impression que on demandait pas forcément ça à tout le monde pour parler avec d'autres éditrices freelance. On m'a déjà demandé aussi de passer des tests d'orthographe et ce genre de choses avant de travailler avec une maison d'édition, par exemple. Tu vois, c'est ce genre de choses qui, en fait, même quand t'es à ton compte, même quand t'as un peu prouvé, en fait, ce que tu sais faire de ton côté, en fait, on vient encore remettre en question tes compétences juste parce que t'as pas un nom français, juste parce que t'as un foulard ou ce genre de choses, tu vois. Mais oui, et encore une fois, on en vient tout le temps à cette conclusion-là de si, comme tu as dit, si tu avais un nom français, si tu portais pas le voile, à aucun moment on t'aurait posé des questions comme ça. Du coup, Dounia, est-ce que tu as déjà remarqué certaines différences de traitement dans les maisons d'édition françaises et à l'étranger, donc à l'international? Alors moi j'ai pas énormément d'expérience avec l'étranger parce que je reste une éditrice junior, donc ça fait pas longtemps que je fais ce métier-là. Mais j'ai pu travailler avec j'ai pu un peu côtoyer les éditeurs étrangers, donc américains, donc au Canada et aux États-Unis, parce que le premier livre de notre maison d'édition c'est une traduction donc du Canada. Et en fait, il se trouve que pour obtenir une traduction, on doit d'abord passer par les agents en fait de l'auteur que tu veux traduire. Donc par exemple, là moi c'était une autrice canadienne, Ouzma Jalaluddin, et du coup je devais passer par ces agents pour obtenir les droits de traduction. Et ces agents, il se trouve qu'ils sont aux États-Unis. Et en fait, du coup, j'ai dû entrer en contact avec ces agents aux États-Unis, qui ensuite m'ont mis en relation avec leurs co-agents en France. En gros, les co-agents, ils font le lien entre moi et les agents qui sont aux États-Unis. Je sais pas si c'est très clair. Oui, moi j'arrive à comprendre. Okay. En gros, ils font juste le lien pour que j'ai pas forcément à parler anglais avec les agents aux États-Unis, et comme ça en fait ils sont sûrs qu'il n'y a pas de quiproquo, de problème de barrière de la langue, etc. Donc ils sont vraiment là pour tout mettre en forme, etc. et pour faciliter les échanges, voilà. Et dans les pays comme les États-Unis ou le Canada, il y a toujours les mêmes problèmes de représentation dans la littérature, comme en France. Mais disons que, parce qu'en fait ça reste des pays occidentaux, vous voyez, où il n'y a pas forcément la meilleure image du monde des musulmans, mais j'ai quand même l'impression que l'édition française et l'édition étrangère, en tout cas pour ce qui est des États-Unis et du Canada, c'est quand même deux mondes différents dans le sens où, en fait, moi j'ai vu la différence quand j'ai parlé avec les agents du coup de l'autrice qu'on a traduit, qui sont aux États-Unis, et les agents, enfin leurs co-agents du coup, qui sont en France. Parce que, en fait, aux États-Unis et au Canada, de manière générale, ils n'ont pas la même vision de l'édition qu'en France. En fait, en France, l'édition, c'est vraiment un milieu qui est très fermé, très élitiste, très blanc, très bourgeois et très parisien aussi. Enfin, la majorité des maisons d'édition, elles sont à Paris. Et c'est vraiment un petit microcosme, voilà, dans lequel c'est dur d'entrer. Donc souvent, ça va être... même si ça change un petit peu, on va toujours retrouver les mêmes thématiques, on va toujours retrouver les mêmes profils en fait d'auteurs qui sont publiés. Alors que aux États-Unis et au Canada, ils sont quand même plus ouverts parce que en fait, eux, ils voient vraiment l'édition comme un business. Donc c'est-à-dire que si toi t'arrives avec
une idée d'histoire, une idée de roman, une idée de, je sais pas moi, juste d'entreprise éditoriale, qui trouvent ça innovant, qui pensent que ça peut vendre, en fait, ils vont te faire confiance parce qu'ils se disent, ok, là il y a du potentiel, donc on y va. Alors que en France, quand t'arrives avec des choses nouvelles, des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus, pardon, ou des choses qui n'ont pas forcément l'habitude de publier, en fait, là va vraiment falloir, comment dire ça, essayer de les convaincre, en fait, c'est ça. Les agents qui étaient aux États-Unis, quand je leur parlais, même si j'étais nouvelle, que voilà, c'était un tout nouveau projet, qui avait pas encore de titre et tout ça, qui avait été publié, en fait, ils m'ont tout de suite fait confiance, ils ont tout de suite vu que ça pouvait fonctionner, ils étaient très enthousiastes de travailler avec moi, alors que quand j'avais des échanges avec les agents, du coup, en France, donc qui sont français, j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu plus de méfiance, enfin, c'était pas forcément du mépris, mais tu sentais que voilà, t'es nouvelle dans le milieu, t'apportes quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. En plus de ça, ben ça peut paraître parfois un petit peu communautaire vu de l'extérieur, et tu sentais qu'il y avait quand même ce truc-là de bon, on parle avec toi, mais tu vois, il y a quand On même... verra quoi. En Ouais, gros, voilà. s'ils ont d'autres propositions ailleurs, etc., ben ils vont taffer avec d'autres personnes. Mais je pense que ce qu'ils comprennent pas aussi, c'est que moi, je pense en tout cas qu'il y a une grosse demande en fait au sein de notre Ouais. communauté. C'est quelque chose qui pourrait apporter beaucoup de bien, le fait de se sentir représenté, de lire des histoires qui nous ressemblent et qui nous parlent. Et ouais, il y a beaucoup de méfiance et je pense même qu'il y a un peu ce truc-là de ah mais si on publie ça, qu'est-ce que les autres ils vont penser, non, genre vraiment de peur. Alors que non, en fait, à partir du moment où tu t'ouvres, ça peut juste te permettre de toucher encore plus de gens et d'avoir encore plus de clients et tout. Mais bon, Ouais, la France, j'ai l'impression qu'on est à des, on est beaucoup en retard, très 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 en retard, j'ai l'impression. On va passer à la suite de cet épisode. Quel genre de livre on peut retrouver chez Mawaddeb Éditions? Du coup, pour l'instant, on n'a publié qu'un seul titre qui s'appelle Ayesha At Last. Donc, Ayesha At Last, c'est une traduction du coup de l'anglais. Donc, c'est un livre qui est sorti au Canada premièrement en 2019 et c'est une réécriture en fait d'Orgueil et Préjugés, mais de façon musulmane, si on peut dire ça comme ça. Du coup, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès au Canada, aux États-Unis et aussi en Angleterre. Enfin, dans le monde entier en général. Enfin, c'est un titre qui s'est bien vendu, qui a bien intéressé. Du coup, c'est une romance entre deux personnages musulmans du coup et d'origine sud-asiatique, donc qui sont Desi, donc c'est les pays Inde et Pakistan. Alors du coup il y a le personnage principal d'Ayesha, c'est le personnage principal du livre. Donc Ayesha, elle a 27 ans, elle est célibataire, elle est professeure dans un lycée et en fait elle a abandonné ses rêves de poésie et d'écriture pour justement avoir un travail stable et rembourser ses dettes. Et en fait ça dérange sa famille qu'elle soit encore célibataire à 27 ans, sauf que elle veut absolument pas d'un mariage arrangé comme c'est un peu la coutume de faire dans sa culture. Et du coup, elle refuse de céder à la pression sociale du mariage. Sauf que les choses, elles vont un peu changer quand elle va rencontrer Khalid. Donc Khalid, c'est un autre personnage de l'histoire qui, lui, est plutôt en accord, on va dire, avec les traditions de sa culture. Donc c'est un homme qui est intelligent, qui est beau, mais malheureusement pour Ayesha, qui... Elle le trouve assez rigide, assez traditionnaliste. Ils ont pas la même façon de pratiquer leur foi. Donc, disons que Khalid, il est vraiment très très ancré dans les règles, il est vraiment focus sur sa religion, sur son dîn. Alors que Ayesha, elle est musulmane, elle est aussi dans sa religion, elle est aussi pieuse. Mais disons qu'elle est un petit peu plus ouverte que lui. Et en fait, elle va vraiment avoir en horreur ses positions sur le mariage arrangé. En fait, elle comprend pas en fait comment il peut vouloir que sa mère décide à sa place de la prétendante qu'elle va ramener à la maison, etc. Ils vont être amenés à se côtoyer pour organiser une conférence dans leur mosquée. Donc au début, ils vont pas du tout s'apprécier, ils vont vraiment être un peu en guerre tous les deux parce que tous les deux ils se comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi elle a choisi un style de vie comme ça, pourquoi lui a choisi un style de vie comme ça, ils arrivent pas à se comprendre. Sauf que comme ils vont être obligés de se côtoyer au sein de la mosquée pour organiser une conférence, en fait, ils vont apprendre à se connaître. Donc toujours il y a toujours le cadre, il y a pas de ça dépasse pas le cadre de
limites que notre religion nous impose, mais en fait en parlant, en se côtoyant, ils vont se rendre compte que finalement ils sont peut-être pas si opposés que ça. Et je vous en dis pas plus pour pas vous spoil, mais j'étais à deux doigts de te dire ouais, s'il te plaît, nous spoil pas, nous dis pas la suite s'il te plaît. voilà, Et je trouve ça trop bien et trop marrant parce que pour ceux qui connaissent Orgueil et Préjugés, je vois les similitudes entre le personnage principal et Elisabeth et il s'appelle Khalid, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc Khalid, son prétendant, on va dire ça comme ça, et Mr. Darcy. Et franchement, moi je suis une grande fan de Orgueil et Préjugés, donc franchement, ça me donne trop envie de lire le livre, je te promets. On va parler également de la halal romance. Alors en off, tu m'avais dit que t'étais pas trop en accord avec ce terme. C'est quoi la halal romance? Alors la halal romance, en fait, c'est un terme générique qui est apparu dans l'édition anglo-saxonne du coup, pour parler justement des romances éthiques d'un point de vue musulman. Donc c'est vraiment des romances dans lesquelles il n'y a pas de scène explicite, dans lesquelles en fait les personnages, même s'ils sont pas parfaits, même s'ils agissent pas forcément de manière parfaite pendant tout le livre, en fait s'efforcent quand même de respecter les limites imposées par l'islam dans le cadre des relations amoureuses et des relations entre hommes et femmes. Donc c'est ça qu'on appelle la halal romance. Mais disons que la halal romance, elle peut avoir plusieurs sous-genres dans le sens où on peut faire de la halal romance qui est contemporaine, on peut faire de la halal romance qui est historique. Enfin voilà, on peut un peu adapter cette grosse étiquette à plusieurs sous-genres de la romance. Et pourquoi t'es pas forcément en accord avec ce terme? Je suis pas forcément en accord avec ce terme-là parce que en fait déjà j'ai un peu du mal avec le fait de mettre une étiquette halal sur quelque chose, tu vois. Au final, on sait pas, tu vois. Enfin, on n'est pas Dieu, tu vois. On sait pas si on peut dire que c'est halal. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et j'ai aussi un peu de mal avec ce terme-là. Enfin, en tout cas, je trouve que pour l'instant, c'est nécessaire d'utiliser ce terme-là parce que c'est c'est le terme qui est utilisé partout. Mais je pense que c'est pas le meilleur dans le sens où moi, je pense sincèrement que, tu vois, la halal romance, finalement, c'est des romances, entre guillemets, comme les autres, dans le sens où, tu vois, même si on leur enlève le halal devant, tu vois, ça reste des romances. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, pour moi, c'est pas normal qu'on ait dû mettre une étiquette halal romance pour rendre des livres comme ceux-ci visibles. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour moi, cette étiquette-là, elle prouve que, en fait, on a dû un peu forcer, on a dû, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, je sais pas comment dire. En fait, je pense que ce qui peut être dommage avec ce terme-là, c'est que ça peut priver des non-musulmans de lire ce genre de roman. C'est-à-dire que, par exemple, un non-musulman, il va avoir halal romance, il va dire c'est pas pour moi, c'est pour la communauté musulmane, alors qu'en fait, ça peut vraiment lui parler. Et je dirais même, ce qui est dommage, c'est que je pense que pour la plupart, c'est des personnages qui sont musulmans. Là, par exemple, dans Aïcha, tu nous as dit que c'était, je crois que c'était des communautés d'Asie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Oh là là. Tu disais que ça pouvait priver les personnes non musulmanes de lire ce type de roman. Ouais, voilà, les personnes non musulmanes, et que, au contraire, tu vois, ça peut vraiment permettre de toucher encore plus de monde et mettre en avant certaines communautés, certaines origines, etc. Donc voilà, mais je comprends totalement parce que c'est le mot halal aussi, on l'a placé devant plein d'autres termes, alors qu'à la base, en fait, il y a de tout. C'est juste à toi de faire attention à ce que tu consommes, à ce que tu regardes, à ce que tu lis. Ouais, exactement. Et en plus de ça, je trouve que, tu vois, du coup, j'ai vu ça quelques fois, j'ai pas vu ça encore beaucoup de fois, mais le fait qu'on ait mis cette étiquette-là, en fait, c'est dangereux parce que des fois, il y a des livres qui se disent halal romance, et en fait, quand tu lis les livres, tu te rends compte que pas tellement, tu vois. Donc, je trouve que c'est aussi dangereux, tu vois, de mettre des étiquettes comme ça avec des mots aussi importants, aussi forts, dans notre religion, pour des choses qui honorent pas vraiment le terme, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis totalement d'accord. Il y a également une question que je voulais te poser. Pourquoi est-ce que tu as privilégié les romans pour musulmans? Je voulais pas tant que ce soit que pour les musulmans.
en fait, comment dire, quand j'ai pensé le projet, bien sûr, j'ai d'abord pensé aux femmes de notre communauté parce que je voulais absolument déjà nous mettre en avant nos récits et mettre aussi en avant les autrices ou les auteurs musulmans parce que je sais que c'est pas ceux qui ont le plus facilement accès à l'édition. Donc ça, c'était une première chose. Et aussi parce que je voulais absolument apporter une alternative en fait à ce qu'on peut lire aujourd'hui, dans le sens où on est inondé de romances, on est inondé de livres de manière générale, mais qui sont pas du tout éthiques. En fait, moi, je voulais vraiment apporter cette alternative-là aux personnes de notre communauté pour qu'elles puissent lire entre guillemets en toute tranquillité. Et aussi parce que, après ça c'est mon avis personnel, mais je pense sincèrement que les œuvres de fiction, quand elles sont bien faites, quand elles ont vraiment un but derrière, tu vois, surtout quand elles ont Allah au centre, je pense que ça peut vraiment faire partie, je pense que ça peut vraiment être un moyen d'augmenter notre foi, dans le sens où des livres, c'est pas juste des livres, tu vois. Tu lis un livre, derrière il y a une histoire, derrière il y a des sagesses, parfois il y a un message, tu vois. Ça peut véhiculer beaucoup de choses. Mm-hmm. Du coup, Dounia, pourquoi est-ce que tu as choisi la romance en particulier? Est-ce que tu as des romans et des films d'amour préférés? Genre vraiment, j'ai trop envie que tu répondes à cette question-là. Ok. Alors, pourquoi j'ai choisi la romance? Parce que, en fait, j'avais l'impression que quand on parlait des femmes musulmanes ou quand on parlait de récits en fait autour de personnes musulmanes ou de personnes issues, on va dire entre guillemets, de la diversité, c'était toujours d'un point de vue, on va dire politique, tu vois. C'était toujours soit des essais, soit des livres un petit peu historiques. Enfin, tu vois, c'était toujours très très ciblé. Lien avec la France, lien avec l'actualité. Enfin, tu vois, c'était toujours des thématiques entre guillemets assez lourdes, tu vois. Et en fait, moi, j'avais envie de, certes, proposer la diversité, certes, mettre en valeur nos récits, mais je voulais aussi que ce soit à travers des récits, on va dire, comme les autres, tu vois ce que je veux dire. Donc, apporter de la légèreté aussi aux personnes de notre communauté parce que je pense qu'on a déjà un quotidien qui peut être parfois assez difficile avec tout ce qui est discrimination, enfin en tout cas en tant que femme qui porte le voile en France. Et juste en fait le fait de suivre l'actualité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé ou tout ce que tu veux, voilà, on va dire qu'on est très très souvent en contact de choses qui sont pas très positives et qui parlent de nous. Et du coup moi je voulais apporter quelque chose de plus léger et quelque chose à travers en tout cas des livres à travers lesquels les femmes musulmanes ou même en vrai même les frères musulmans les frères musulmans pourquoi j'ai dit ça? Ouais, on en parle tellement partout que... Mais non, je voulais dire que nos frères, voilà, c'est ça. On connaît pas les frères musulmans, c'est pas sexy. On n'a aucun lien avec eux. Mais je voulais que, je voulais qu'on ait des livres à travers lesquels on peut juste s'évader, rêver, comme les autres en fait. Mais qui mettent en scène des personnes comme nous, mais d'un point de vue positif. Et je trouve que ça fait du bien, et surtout le fait que ce soit... par exemple sur Aïcha, ça se voit que c'est moderne, voilà. Ouais. Et par exemple sur les livres que j'ai lus où il y avait des histoires d'amour, etc., il y avait souvent des conflits, ça se passe souvent dans des guerres, il y a souvent ce truc-là de l'homme qui va être violent vis-à-vis de sa femme. Enfin, souvent des fois tu peux retrouver de l'amour dans quelques histoires, mais tout autour ça a l'air d'être hyper compliqué, et donc du coup t'as du mal à vraiment prendre plaisir ou à juste rêver un petit peu dans l'histoire que t'es en train de lire. Du coup on va continuer très rapidement sur la halal romance. Dounia, selon toi c'est quoi les dangers dans la romance actuelle, donc vraiment dans les romans qui sont écrits par les occidentaux? Alors je pense qu'aujourd'hui le plus gros problème c'est déjà juste les sous-genres de la romance qui sont les plus consommés. Donc c'est la dark romance et la new romance. En ce moment c'est vraiment ça qui fonctionne le plus. C'est quoi désolée de t'interrompre, c'est quoi la new romance? La new romance c'est de la romance on va dire contemporaine, mais qui est vraiment centrée à 100% sur l'histoire d'amour, comme toutes les romances. Mais disons que ce qui catégorise vraiment caractérise les romances de la new romance aujourd'hui, c'est surtout leur caractère pornographique. Désolée de le dire, mais ici on va dire les termes. Mais c'est vraiment ça qui les caractérise aujourd'hui, je trouve. Je sais pas si tu vois, c'est par exemple, peut-être que t'as déjà vu les livres de Colleen Hoover, ce genre de choses. Morgane Moncomble. Ça me dit rien.
t'as dû voir peut-être passer sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment des livres qui sont hyper lus. Enfin, tu vois, c'est vraiment très connu. Enfin, c'est vraiment ce qui se vend beaucoup avec la dark romance. Ah, ok, d'accord. Ouais, je pense que ouais, sûrement. Et la dark romance, du coup, pour les personnes qui savent pas forcément ce que c'est, en fait, souvent, c'est des histoires d'amour qui se développent dans un cadre sombre, si on peut dire ça comme ça. Souvent, c'est dans des univers de gangs, de mafia, ce genre de choses. Et en fait, dans lesquels la violence, elle est vraiment banalisée et poussée à l'extrême. Donc, que ce soit les violences physiques, les violences sexuelles. Et en fait, souvent, la relation entre les deux personnages, elle évolue vraiment dans un cadre hyper malsain. Donc, quand on parle de dark romance, on parle surtout de ça. Après, il y a des dark romances qui sont, entre guillemets, soft, qui utilisent juste l'univers, par exemple, de gang ou de mafia, mais sans forcément trop pousser la violence à l'extrême. Donc, je vais pas mettre toutes les dark romances dans le même panier, mais on va dire que ce qui se vend le plus et ce qui est le plus apprécié aujourd'hui, c'est vraiment les dark romances vraiment poussées à l'extrême. Mais tu sais que ce qui est fou, c'est que par exemple, sur tout ce qui est dark romance, sur mes feeds de TikTok et Instagram, je vois souvent, tu vois, des créatrices de contenu justement qui en parlent ou tu sais qui font des vidéos du contenu sur ça ou qui filment leurs réactions quand elles sont en train de lire et de loin comme ça, enfin, je sais pas comment expliquer, genre au niveau des réactions qu'elles vont avoir, elles vont être grave dedans. Ouais. T'as l'impression que c'est incroyable, que je sais pas, qu'il y a plein de retournements de situation, etc. Et en fait, juste en regardant leurs réactions, tu te dis ah ouais, ça a l'air pas mal. Et donc du coup, bah, elles promouvoient d'une certaine manière, ce qui est pas forcément bon pour nous. Et je pense que c'est là aussi on doit faire attention à ce qu'on regarde, etc. sur les réseaux sociaux parce que on peut vraiment être influencé sur des choses qui sont pas forcément bonnes pour nous, quoi. Aujourd'hui, dans la manière dont on consomme, on se dit bon, c'est juste une série, c'est juste un film, mais non, en fait, tu vois, pour moi, ça a vraiment un vrai impact derrière, mais on s'en rend pas compte, tu vois. Donc on se dit bon, c'est pas grave, c'est juste de la culture, enfin, c'est juste du divertissement, alors qu'en fait, c'est un plus gros impact que ce qu'on a l'impression, tu vois. Ouais, et je me dis des fois, c'est pas pour rien que en islam, on va être jugé, tu vois, sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on regarde, sur ce qu'on lit. Et moi, je sais qu'on a beaucoup banalisé les bêtises qu'on peut regarder à la télé, parce que on tombe sur des choses qui, comme t'as dit, qui ne sont pas éthiques tous les jours à la télévision. Mais de l'autre côté, ça veut pas dire qu'au niveau des livres, comment dire, on doit accepter de lire tout et n'importe quoi. On a quand même une responsabilité dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on lit. J'aimerais qu'on passe du coup un petit peu de l'autre côté. C'est quoi les bienfaits de la halal romance? Alors du coup, pour moi, les bienfaits de la halal romance, comme je l'ai déjà dit au début, déjà c'est d'apporter de la diversité dans la littérature parce que vous-même vous savez, il n'y a pas beaucoup de diversité raciale ou juste de diversité sur les personnes musulmanes. Donc déjà ça c'est un gros point je trouve de la halal romance qui apporte beaucoup. Et après aussi c'est apporter des histoires qui sont plus saines, qui sont plus éthiques et aussi qui nous permettent aussi d'élever notre foi, tu vois, parce que comme je te disais tout à l'heure, pour moi une fiction, quand il y a une bonne intention derrière, c'est pas juste une histoire d'amour, tu vois, c'est une histoire d'amour, mais dedans tu vas retrouver des rappels, tu vas retrouver des sagesses. Donc pour moi ça c'est le deuxième point. Et aussi je trouve que ça permet aussi ça permet aussi aux personnes qui sont pas musulmanes de en savoir plus sur notre religion, mais en passant par des canaux qui sont plus légers, tu vois. C'est-à-dire qu'elles peuvent découvrir nos traditions, elles peuvent découvrir notre culture. Bon là si je parle vraiment du côté culturel, mais après du côté culturel, elles peuvent vraiment découvrir comment on vit en tant que musulman tous les jours en passant par des livres, tu vois. Et c'est, je pense, plus plaisant de passer par ça que, je sais pas, moi, regarder une vidéo d'une personne, tu sais pas forcément si ce qu'elle va dire c'est vrai, tu sais pas forcément où elle se situe pour dire ce qu'elle dit, tu vois. Donc je trouve que c'est aussi une bonne manière d'ouvrir le dialogue entre nous et les personnes qui sont pas musulmanes. Ouais, je te rejoins totalement sur ça. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces pour pouvoir reconnaître un bon un bon livre de halal romance? Un bon roman, enfin une bonne halal romance déjà, premièrement c'est un bon roman, tu vois. Donc pour moi ça répond aux mêmes exigences que les autres types de romans. Donc
un roman avec une bonne intrigue, une bonne structure, tu vois, une intrigue qui est vraiment bien construite de A à Z, dans laquelle on s'ennuie pas. Des personnages qui sont complexes, tu vois, parce que le problème aujourd'hui, c'est que souvent, quand on parle de personnes musulmanes, tu vois, c'est toujours dans des caricatures, tu vois ce que je veux dire, ou alors c'est pas en complexité, tu vois, on va parler d'elle vraiment d'un point de vue extérieur, mais très, je sais pas comment dire ça, mais très presque analytique, tu vois. On va en parler en fonction de leur rapport à l'actualité, leur rapport à la politique. Enfin, tu vois, c'est comme si on était un peu déshumanisé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. du coup, pour moi, une bonne halal romance, c'est une halal romance qui présente finalement des musulmans comme les autres, comme on a l'habitude d'en voir tous les jours, et qui ont leurs qualités, leurs défauts, mais qui font de leur mieux pour avancer dans leur foi. Et après, je dirais peut-être, du coup, comme c'est un peu une spécificité de ces romances-là, une bonne halal romance, ça reste une halal romance qui essaye du mieux possible de respecter le cadre islamique et pour apporter, peut-être un peu de spiritualité, tu vois, dans les histoires. C'est vrai que j'avais déjà un petit peu parlé de romance dans un épisode de podcast avec... alors, je sais pas si tu la connais, Hanan, du podcast Hangout with Hanan. Non, je connais pas. Bah, en gros, c'est une podcasteuse et elle a pu m'inviter, moi, et une autre podcasteuse qui s'appelle Farah, sur un épisode. Et on avait parlé justement de la romance. Et à un moment, j'avais dit qu'en gros, il y a certaines romances qui peuvent justement nous aider à... peut-être augmenter notre foi ou avoir une meilleure spiritualité, mais justement c'est des romances où entre guillemets le destin fait bien les choses et que il y a pas de y a pas de mauvaise influence, il y a pas de choses qui ne sont pas éthiques, que tout est fait dans le respect, etc. Et j'avais par exemple cité Orgueil et Préjugés parce que je trouvais que l'histoire vu que ça se passe, je sais plus, ça se passe au 19e siècle peut-être. Ouais, je crois. Voilà, 19e siècle, bon, la période à ce moment-là fait que en gros, on fait pas de bêtises, on s'isole pas avec les hommes, etc. Donc, donc en gros, ça, je sais pas comment expliquer, mais ce genre de romance-là, ça peut jouer énormément sur ta spiritualité. Et donc du coup là, c'est encore plus le cas avec la halal romance. Donc bref, je te rejoins totalement sur ça. Et je trouve que la halal romance, en fait, ça permet aussi de replacer les choses parce que, tu vois, nous, en tant que musulmans, on se marie pas juste parce qu'on s'aime, tu vois. On se marie parce que c'est aussi une adoration, enfin, c'est aussi un acte de foi, tu vois, c'est aussi une adoration. C'est pas une obligation religieuse, mais quand tu le fais, c'est pour plaire à Allah, tu vois, il y a un vrai but derrière, c'est pas juste je me marie parce que j'aime cette personne, tu vois, tu te maries parce que tu veux plaire à Allah, tu veux construire quelque chose avec elle qui plaît à Allah et qui va dans le sens de la Oumma, tu vois. Et tu vois, c'est des choses qu'on retrouve pas dans les romances qui sont dénuées de spiritualité, dénuées de toute base religieuse, on va dire, tu vois. Donc je pense que la halal romance aussi, ça nous permet déjà de revaloriser l'amour juste halal, tu vois, à la lumière de l'islam, comment ça devrait être. Et ça permet aussi juste de revoir nos intentions, tu vois, par rapport au mariage. Parce que, comme je t'ai dit, on se marie pas juste comme ça. Et je te rejoins totalement aussi sur la question de l'amour dans le couple, parce que par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il parle alors il a un verset où il dit j'espère que je vais pas déformer ce verset là, il dit wa ja'alna bainakum rahmatan wa mawadda. Et donc du coup il dit qu'en gros dans le couple, chez la femme et chez l'homme quand ils se marient, etc., il a mis entre eux de la rahma et de la mawadda, c'est ça. Donc rahma, je sais pas comment est-ce que je peux le traduire. Miséricorde peut-être. Ouais, voilà, miséricorde. Miséricorde. Et du coup, mawadda qui est plus l'affection, la compassion. Et donc, l'amour est pas forcément tout le temps présent, en fait. C'est une manière de faire comprendre que l'amour n'est pas forcément tout le temps présent dans le couple. Et il y a des couples qui se sont mariés, qui s'aimaient pas du tout au début, il y avait pas du tout d'attirance ni d'amour et que l'amour se construit au fur et à mesure. En gros, ça fluctue énormément, mais ce qui est hyper important dès le départ, c'est la rahma et la mawadda. Et donc du coup, on en revient à certaines valeurs dans le mariage sur lesquelles on doit vraiment se concentrer et tout en prenant en compte que l'amour, des fois, ça va, ça vient, quoi. Et du coup, je trouve que passer par des romances aussi comme ça qui sont vraiment qui suivent en tout cas notre vision des choses, la vision qu'on devrait avoir selon l'islam, tu vois. Je trouve aussi que c'est important et que ça peut apporter du bien justement
pour je sais pas, remettre les choses en ordre, tu vois, par rapport au mariage, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup perdu en fait. Ouais, mais c'est vrai que ça peut être de très très bons exemples pour nous, et ça nous permet aussi de lâcher les exemples des réseaux sociaux là, des couples où ils ont 40 000 dramas dans la journée, qui sont pour le coup qui peuvent être de mauvais exemples en fait. Donc c'est vraiment pas à négliger. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. J'aimerais que tu nous donnes quelques petites recommandations de romans à lire. De romans, fallait le romance ou pas forcément? Tu fais ta sélection, vraiment comme tu veux. Peut-être pour les personnes qui s'intéressent à la... Bon, en vrai, quand on est sur la halal romance, je vais continuer là-dessus parce que je pense que ça mérite d'être mis en avant. Et je me dis aussi que peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, si jamais vous cherchez des livres juste pour vous-même ou à offrir, je vous conseille L'amour de A à Z de S.K. Ali. Donc là, c'est une histoire qui se passe entre les États-Unis et le Qatar, entre deux personnages. Donc il y a Zeynep et Edem. Donc Zeynep, en fait, c'est une jeune fille musulmane qui vit aux États-Unis et qui est un peu rebelle. En fait, elle ne supporte pas du tout l'islamophobie de son prof. Sauf que ça plaît pas trop à ses parents parce que du coup, elle se fait un petit peu remarquer dans son lycée. Et du coup, à un moment, ils veulent un peu qu'elle se calme, et du coup, il l'envoie chez sa tante qui habite au Qatar, à Doha. Et du coup, là-bas, en fait, c'est des vacances, mais des vacances pour qu'elle se calme un petit peu. Et elle rencontre Edem. Donc Edem, lui, il habite au Qatar. Il est d'origine. Alors attendez, j'ai pas envie de me tromper. Asiatique, je me rappelle plus le pays, je suis désolée, mais bref, mais il est musulman. Et en fait, lui, c'est la tante de Zeynep, c'est une professeure qui travaille dans un lycée, et elle a un collègue qui est justement le père de Edem. Donc en fait, Zeynep, elle va rencontrer Edem dans ce cadre-là en fait, donc par sa tante, et en fait, elle va être amenée à aller dans le lycée où sa tante travaille. Et lui, en fait, il a non, je fais spoil si je dis ça. J'ai peur de vous spoiler, mais en fait, il a un problème, on va pas dire lequel. En fait, c'est des personnalités totalement opposées. Donc Zeynep, elle est très dans la fougue, elle est très rebelle, elle est très, enfin voilà. Et lui, il est très calme, très doux, très dans la retenue. Et en fait, le fait de se rencontrer et de devoir se côtoyer, ça va les obliger à, comment dire, peut-être que l'un va avoir un impact positif sur l'autre, c'est ça, non? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoil. Et sinon, après, juste vite fait pour quand même vous donner des petits titres, vous pouvez lire aussi la saga Mati de Issaliana Diallo. C'est une autrice française, donc c'est une... Là, je vais pas trop... Sinon, je sais que je vais trop parler. Mais en gros, c'est une saga en 4, bientôt 5 tomes. D'une femme musulmane qui habite à Paris, du coup, donc là ça se passe en France, qui est d'origine sénégalaise et en fait qui a perdu son mari il y a longtemps, et en fait qui va être amenée à rencontrer un autre homme. J'en dis pas plus parce que sinon je vais trop spoil, mais en fait il y a plein, vraiment, ça, si vous aimez bien les dramas, si vous aimez bien vraiment le drame, si vous aimez bien les larmes, ça il faut le lire. Ça il faut le lire parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, et aussi c'est hyper intéressant sur vous voyez, sur les remariages, parce que c'est un peu tabou parfois dans certaines cultures. Enfin, le fait de se remarier, de se remettre avec quelqu'un après avoir divorcé ou après avoir perdu son mari. Donc pour ça, si ça vous intéresse, je pense que ça peut intéresser. Et après, je vous conseillerais aussi le livre Manel de Fazia Kali. Donc là, c'est l'histoire de Manel, justement. Donc c'est une jeune femme, pareil, là c'est une autrice française qui l'a écrit. Donc c'est une jeune femme musulmane d'origine algérienne qui rêve de devenir styliste. Donc en fait, elle va commencer à créer ce projet-là de devenir styliste. Et en fait, elle a une lourde histoire parce que, bon là c'est pas un spoil parce que vous allez savoir dès le début de l'histoire, mais elle a perdu son frère. Et en fait, elle avait fait une promesse à son frère, justement par rapport à son projet de devenir styliste. Et en fait, elle va essayer d'honorer sa promesse. Sauf qu'en fait, il y a eu un petit souci, c'est que quand elle a perdu son frère, elle a aussi perdu une autre personne qui était le meilleur ami de son frère, parce qu'en fait, à partir du moment où son frère est mort, il a un peu disparu des radars. Et en fait, il est jamais revenu, ils ont jamais compris pourquoi, alors que c'était vraiment une personne très très proche de la famille. Donc en fait, personne a trop compris pourquoi il s'était un petit peu enfui, pourquoi il avait disparu. En fait, il se trouve que au cours de son projet de devenir styliste, elle va intégrer une formation et elle va être amenée à le retrouver.
Et bon, du coup, j'en dis pas plus, mais du coup, en fait, la romance, du coup, elle est centrée sur cette histoire-là, du décès du frère et de comment dire ça, de réconciliation. Voilà, j'en dis pas plus. Ok, franchement, je note tout ce que tu viens de nous partager. Et je vous mettrai aussi en description chaque livre qu'elle a cité. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Et voilà, parce que je sais que quand on écoute, on retient pas forcément le nom des auteurs et le titre. J'aimerais te demander aussi, c'est quoi les futurs projets pour la suite? Comme je l'ai dit en début d'épisode, tu tiens un podcast, t'as ta maison d'édition. Qu'est-ce que tu peux nous teaser? Bah écoutez, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de vous vendre du rêve parce que comme c'est le début, les choses elles sont encore un petit peu floues, vous voyez. En fait, comme ça dépend beaucoup des ventes du premier livre, pour l'instant j'ai pas trop envie de vous teaser sur les prochains titres parce que j'ai pas encore de certitude là-dessus. Donc je préfère pas trop m'avancer. Ouais. Mais Inch'Allah, si tout se passe bien, les prochains projets, ça sera peut-être, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, la version musulmane de Un jour. Et aussi peut-être une version... Non, ça c'est pas une version, c'est une histoire originale. Une romance un petit peu plus historique qui se passe il y a longtemps à Oman. Mais c'est pas encore... voilà, pour l'instant, je vais rien dire de plus parce que j'ai pas envie de m'avancer sur des choses, on sait jamais si ça se passe pas. Bon, t'inquiète pas, je comprends totalement, je fonctionne de la même manière, t'inquiète pas. En tout cas, j'espère que Inch'Allah ça pourra se faire. Ouais, et après, si vous voulez rester un petit peu au courant de ce qui va se passer, je vous invite à rejoindre le compte Instagram de la maison d'édition, donc Mawadeb Édition, vous pouvez retrouver sur Instagram, parce que c'est vraiment là en fait que je donne toutes les infos, enfin je parle souvent. Donc voilà. Je vous le partagerai, je vous le mettrai en description de toute façon, comme ça vous pourrez la retrouver facilement. Dounia, est-ce que tu as un petit mot ou un conseil pour les femmes musulmanes qui rêvent d'écrire ou de se lancer dans l'édition? Oui, alors déjà je dirais de pas lâcher ce rêve parce que si Allah il a mis ce rêve-là en vous, c'est pas pour rien et c'est pas impossible. Enfin aujourd'hui on a beaucoup plus de possibilités qu'avant de créer nos histoires et de les faire lire aux autres. Il y a les maisons d'édition qui sont certaines un petit peu plus ouvertes. En tout cas, il y a de plus en plus de maisons d'édition tenues par des femmes musulmanes qui ouvrent, donc ne pas abandonner. Et aussi, il y a l'auto-édition. Après, on peut toujours aussi commencer par les plateformes comme Wattpad ou les réseaux sociaux pour se faire connaître. Donc vraiment, c'est pas du tout impossible de devenir autrice en tant que musulmane en France ou ailleurs. Faut juste s'armer de beaucoup de patience et de persévérance parce que pareil, l'écriture, c'est pas forcément juste un talent, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réécriture et c'est en faisant en fait qu'on apprend et qu'on s'améliore. Donc ne pas lâcher, s'entourer des bonnes personnes et Inch'Allah, tout est possible. Ok, franchement c'est hyper motivant de t'entendre dire ça. Et vraiment les filles, si vous êtes sur des livres en ce moment, que vous écrivez, que vous avez besoin d'une éditrice, là vous savez qui vous devez appeler en fait. Vraiment il n'y a pas de doute. Donc bon, je vais quand même terminer cet épisode-là en vous rappelant que en description, vous pouvez retrouver du coup Dounia et sa maison d'édition sur Instagram. Tu tiens un podcast aussi. Ouais. Est-ce que tu veux en parler? C'est un podcast, c'est un peu dans la lignée de la maison d'édition. Donc souvent j'invite des autrices musulmanes justement pour qu'elles nous parlent un peu de leurs livres, de leur parcours. Et je donne aussi un peu des conseils aussi d'écriture et de lecture dessus. Après, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez peut-être compris, mais pour moi, la lecture, c'est vraiment un moyen de se rapprocher d'Allah. Du coup, je fais aussi parfois des épisodes pour mettre en relation écriture, lecture et foi. Donc, ça peut intéresser. Et voilà, si jamais les thématiques qui vous ont intéressé aujourd'hui, vous aimeriez bien les approfondir, je vous invite à rejoindre le podcast parce que ça pourrait vraiment vous intéresser. Au tout début de cet épisode, on a parlé de Ayesha at Last, qui est le roman qui a été publié chez Mawadeb Édition le 21 mai, qui est totalement disponible et que vous pouvez retrouver du coup chez Mawadeb Édition sur Instagram. Encore une fois, tout sera en description. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à ajouter avant de terminer cet épisode, quelque chose que t'aimerais nous partager? Juste merci Safia pour cette interview, j'ai trop aimé parler avec toi, j'ai trop aimé raconter tout ça avec toi. Donc ouais, juste merci.
Merci à toi. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire, les 5 étoiles. Encore une fois, je le répète, je le redis, vous pouvez rejoindre Dounia sur Mawadab Édition sur Instagram. Elle est hyper active en plus de ça, elle poste très souvent des stories. Et voilà, je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Entre-temps, prenez soin de vous. Salam alaikum.